Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, je pense que le mieux, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'infrastructure d'IA dans le data center, mais le mieux, ce serait que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? Moi, je suis Stéphane Doucet, je suis responsable du département data center chez Artelia. Et Philippe Laplanche, moi je suis responsable du développement de l'activité data center chez Artelia, avec un focus un peu plus important sur la France. Tout à fait. Alors, merci de nous accorder un petit peu de temps dans le cadre de la journée du data center. On va rappeler que cette année, la journée a un thème central qui est celui de l'IA, et on s'est interrogé sur ce que l'IA va changer dans la conception, la construction et l'exploitation des data centers. Et donc, vous êtes un pseudo bureau d'études, hein, un vrai bureau d'études quand même, hein, on va pas le dire. Un vrai bureau d'études. Un vrai bureau d'études. Non, mais il faut le dire, un vrai bureau d'études. Non, j'allais dire pseudo parce que vous allez beaucoup plus loin que le bureau d'études, donc vous allez pouvoir nous l'expliquer. On va peut-être en profiter d'ailleurs pour rappeler quel est votre métier. Qui veut commencer avec ça? J'attaque. Notre métier, toi tu peux peut-être évoquer un peu au sens large les domaines d'activité et d'intervention d'Artelia. En tout cas pour ma part, sur le volet data center, en gros, nous on est spécialisé dans la conception et le suivi de réalisation, le management de projet depuis la phase conception jusqu'à la construction de projets de construction de data center, que ce soit des projets neufs ou des projets de réhabilitation. Et puis après, on couvre un ensemble de missions diverses, annexes. On peut intervenir plutôt en assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour faire des missions de due diligence, de test fit, de faisabilité, etc. Ou de l'accompagnement aussi de maîtrise d'ouvrage sur l'analyse de dossiers qui sont produits par d'autres ingénieries. Voilà. Donc, on intervient un petit peu à tous les stades des projets et sur différents types de positionnements, différents types de missions. Et en complément, on est aussi en capacité d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans le raccordement au réseau électrique, notamment avec RTE, qui est un gros enjeu en ce moment, tu le sais. Et puis aussi toutes les phases de procurement dans les politiques d'achat des groupes. Ils ont des politiques très différentes avec un système d'achat en direct des gros équipements, ce qui est assez différent de la maîtrise d'œuvre conventionnelle à laquelle on peut être habitué dans d'autres typologies de projets. Et ensuite, tout le déroulement du construction site management avec le volet commissioning également. Donc tout ce qui est les phases initiales jusqu'à la construction. On peut partir d'une page blanche et puis accompagner les clients depuis la programmation jusqu'aux opérations finales de réception, de commissioning, testing. Tout à fait. Philippe, je vais me tourner vers toi. Tu nous expliquais tout à l'heure que ton terrain de jeu, c'est la France entière. Parlons un petit peu des demandes qui émergent aujourd'hui. On va parler d'IA. Il nous semble qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet où on ne parle pas d'IA. Est-ce que je me trompe? Je te confirme que c'est une typologie de projet qui a pris beaucoup d'ampleur en très très peu de temps. Il y a un an, on se demandait encore si le DLC allait se déployer à grande échelle. Aujourd'hui, on ne se pose plus du tout la question et tous les grands sites que l'on imagine dans ces nouveaux projets dédiés à l'intelligence artificielle, le DLC est très clairement déployé. Et ça a pas mal rebattu les cartes, notamment dans les zones géographiques sur lesquelles les maîtres d'ouvrage cherchent des terrains. Avant, on recherchait en très grande majorité en Île-de-France et pour le reste du côté de Marseille. L'avènement de l'intelligence artificielle a permis d'élargir très largement le scope géographique. On parle de méga-projets dans l'est de la France, on parle beaucoup aussi de méga-projets dans le nord de la France, aujourd'hui aussi en Normandie, etc. Donc, c'est vrai que ça a pas mal rebattu les cartes et ouvert de nouveaux horizons sur des sites pour lesquels on ne pensait pas installer des data il y a encore 2 ans. Tout à fait. Alors, on va rentrer également dans les aspects techniques. Et là, je vais me tourner vers Stéphane. J'imagine que le fait d'avoir aujourd'hui des porteurs de projets qui, rappelons-nous aussi, viennent avec des investissements, parce qu'actuellement, il y a de très gros investissements qui sont en cours.
Donc, on sait qu'il y a de l'argent sur ce secteur, donc, et que les projets coûtent cher également. Mais j'imagine que le fait d'intégrer l'IA, ça va changer quand même la donne sur la conception même du data center. Qu'est-ce que ça va changer? Philippe parlait du DLC tout à l'heure, on va peut-être rappeler ce que c'est. Et puis, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? En gros, en fait, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, donc repose sur des modèles. Pour entraîner ces modèles-là, il faut réaliser des calculs massifs simultanés. Et ça passe par l'utilisation de processeurs de type GPU, souvent. C'est un peu la différence par rapport aux CPU classiques qu'on a tous dans nos machines. Là, c'est des processeurs un peu comme ce qu'il y a dans les PC de gamers. Et donc, il y a un recours massif à tous ces processeurs-là. Or, ces processeurs-là sont installés dans des racks et les densités de puissance des racks explosent en réalité. Ce qu'on pouvait retrouver avant sur des puissances dans des data centers classiques où on était sur des puissances de rack à 10 kW pour les plus puissants. Aujourd'hui, on a des racks à 40 kW, 130 kW, on parle déjà de 200, on parle déjà de 1 gigawatt par rack. Donc, on comprend bien que la densité de puissance a complètement explosé. Et forcément, ça a une incidence sur toute l'infrastructure technique qui doit desservir ces machines. Donc, les premiers éléments de l'installation qui sont touchés, c'est l'alimentation électrique et le refroidissement. Donc, en termes d'alimentation électrique, déjà à l'échelle macro du data center, on va avoir besoin de puissance de raccordement auprès de RTE qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pouvait rencontrer. Donc ça, c'est une incidence sur le réseau. Mais après, on comprend bien aussi que pour ramener 130 kW sur une baie, on arrive un peu parfois aux limites des capacités de distribution des équipements traditionnels. En plus de ça, il y a des pics de charge très très importants sur les processeurs dans leur séquence de calcul. Donc il faut aussi le prendre en compte et l'anticiper. Donc il y a une grosse incidence à ce niveau-là. Et puis on a aussi évidemment le 130 kW dans une baie, ça se dégage pratiquement autant en dissipation thermique, donc il faut refroidir aussi énormément les data centers. Alors heureusement, les tolérances des machines informatiques sont un peu plus larges que précédemment, ce qui fait qu'on peut avoir recours à des réseaux d'eau de refroidissement un peu plus élevés qu'avant. Donc, comme disait Philippe, il a parlé de DLC. Effectivement, les grandes technos de refroidissement qu'on trouve dans les data centers HPC ou IA, ce sont effectivement le direct liquid cooling. Donc, c'est du refroidissement à cœur. C'est des réseaux d'eau qui passent dans les cartes avec les processeurs. Ou bien c'est aussi l'immersion, c'est-à-dire que c'est des processeurs qui sont immergés dans des diélectriques différents. Alors en réalité, on voit quand même beaucoup de DLC, ça c'est une technologie assez développée, largement développée. Et donc voilà, ça a quand même une incidence sur le design par rapport à aux solutions précédentes où on était en tout air. Voilà, donc là on est sur des systèmes DLC. Très largement. Ça a un avantage quand même, c'est que du fait qu'on puisse fonctionner et refroidir les équipements avec des régimes de température plus élevés, on améliore l'efficacité énergétique du data center. Alors, il consomme beaucoup plus, mais le ratio entre la puissance amenée et la puissance informatique consommée est plus faible. Donc, on arrive maintenant à des meilleurs PUE de par cette technologie, parce qu'en fait, on s'affranchit, enfin, on utilise moins de groupes froids, on utilise moins le froid mécanique et on a plus recours à des systèmes de dry, de refroidisseurs de type dry sec ou adiabatique éventuellement. Mais ça contribue quand même à améliorer le PUE. Je me parlais juste d'une toute petite modification sur le début. Tu as parlé de baie à 1 gigawatt.
peut-être dans quelques années. Oui, c'est oui, un oui. mégawatt pour l'instant. Un mégawatt, pardon, oui. Non, je me suis. Non, non, un mégawatt, oui. Non, non, mais c'est vrai que. Alors, ça, c'est un vrai challenge, en fait, pour nous, parce que, en fait, la technologie évolue très rapidement. Donc, c'est assez difficile de se projeter. Autant avant, dans les data centers classiques, on savait que les densités de puissance étaient stables, on avait très largement recours à du refroidissement par air, et donc l'environnement d'infrastructure était assez maîtrisé, et voilà, il n'y avait pas trop de surprises. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que déjà les modèles d'IA évoluent très rapidement, hein. On voit qu'il y a une concurrence terrible entre les différents pays sur les modèles de calcul. L'idée, c'est. Alors, il y a des écoles où ils développent des IA qui nécessitent toujours de plus en plus de ressources. Et puis, parfois, à un moment donné, il n'y avait pas très longtemps, on a entendu parler de la Chine qui avait développé une IA qui était beaucoup plus frugale et qui nécessitait moins de ressources de calcul, etc. Donc, tout ça, ça évolue. Et donc, c'est assez difficile de se dire que le data center qu'on va concevoir aujourd'hui sera toujours assez flexible pour répondre aux besoins même dans 5 ans, parce que ça évolue très, très rapidement. Philippe, on a l'impression quand même, bon, j'ai bien compris ce que Stéphane nous a expliqué, mais on a l'impression que l'IA, ça concerne d'abord des gens qui font ce qu'on appelle donc tout ce qui est les larges langages, etc. Est-ce que ça concerne aussi les data centers du quotidien? Alors, tu vas en retrouver dans certains applicatifs, alors je ne les connais pas tous, mais tout ce qui va nécessiter de la grosse puissance de calcul. Par exemple, Météo France, par exemple, le CEA, ce genre d'entreprise, ce genre de. Des industriels qui ont besoin de faire des calculs de flux dynamiques. Voilà, on peut avoir aussi recours à du calcul important. Aujourd'hui, tu as des entreprises comme Tesla, par exemple, qui développent leur solution d'intelligence artificielle pour l'automatisation de leur flotte de véhicules. Donc, c'est vrai que ça s'élargit énormément en termes de scope. Ce n'est pas uniquement pour ChatGPT ou les crypto-monnaies. C'est sûr que ça représente une part très importante du marché, mais ce n'est pas uniquement pour ces donneurs d'ordre-là. On voit même dans des institutions très conventionnelles comme les télécoms où on commence à voir aussi ce genre d'installation, dans une moindre mesure, évidemment. Ok, donc quand on parle d'installation hybride, en fait aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que beaucoup de concepteurs de data center commencent à réfléchir à consacrer un espace à l'IA et non pas à faire des data centers complets d'IA, sauf bien entendu à s'appeler ChatGPT ou Microsoft pour faire tourner Gemini ou ce genre de choses. Enfin, c'est Google d'ailleurs, hein. Je dis une bêtise là. Non, mais c'est exactement ça. On le voit même chez des acteurs bancaires, hein, qui peuvent avoir, qui développent des nouveaux data centers et qui intègrent progressivement de la haute densité, donc pour héberger des applications de calcul, pour de la prospective, ou voilà, pour éventuellement un jour remplacer les conseillers dans les agences. On ne sait pas exactement. Mais effectivement, c'est une demande. Alors, il y a les grands acteurs de l'IA, les Mistral, etc., qui, eux, développent des sites uniquement dédiés à l'IA. Et puis, il y a des acteurs plus traditionnels, des banques ou même des hébergeurs qui peuvent souhaiter intégrer, pour répondre à certains besoins, certains preneurs, intégrer des espaces pour héberger des machines, du calcul. Voilà. Mais il faut voir que ça, au-delà de l'impact sur les infrastructures techniques, cooling et électricité, il y a aussi une vraie incidence sur la physionomie générale, l'aménagement général des data centers. En réalité, du fait de la densité de puissance beaucoup plus élevée,
les salles informatiques enfin, je dirais le ratio entre salle informatique et surface de locaux techniques est complètement modifié. En fait, on a des salles qui sont plus petites et des espaces pour héberger l'alimentation électrique ou le cooling qui évoluent très largement. J'imagine aussi, puisqu'on parle des locaux techniques, on peut peut-être parler aussi de la partie secours d'un côté, et le secours il est double, c'est-à-dire produire de l'énergie au cas où avec les groupes électrogènes en particulier, et puis l'autre c'est la question des batteries. Alors on sait que la gestion des batteries passe par de nouvelles conceptions des data centers. Oui, alors là on rencontre un peu différentes écoles en termes de fiabilité de l'alimentation électrique ou secours électrique ou refroidissement. On a certains clients qui considèrent que leur process de calcul peut être interrompu et qui sera repris plus tard. Donc, il ne nécessite pas forcément autant de secours et autant en termes d'ondulés, en termes de groupes électrogènes que ce qu'on pouvait constaté précédemment. Donc, quelque part, c'est pas plus mal parce que s'il fallait mettre des onduleurs pour des puissances pareilles, enfin voilà, c'est tout de suite énorme. Donc, on retrouve différentes écoles à ce niveau-là. Ça dépend, je pense, de l'usage qu'il y a derrière. Revenons sur un client, imaginons qu'il y a un data center, et je sais que vous travaillez sur des process de rétrofit également. Donc, un client qui a un data center et qui va installer une infrastructure d'IA. Donc, on l'a évoqué, on a de la densité électrique, de la densité d'équipement également, parce que un GPU, ça pèse pas le même poids qu'un CPU. Donc, dès que l'on met plusieurs serveurs, le poids augmente. Est-ce que les équipements classiques, je pense aux faux planchers par exemple, aux équipements électriques existants, etc., voire éventuellement les équipements réseau, puisque l'ensemble est interconnecté, est-ce que ça change la donne également sur ces parties-là? Alors, sur la partie faux plancher, tout ça, bon, on est sur un autre système de refroidissement, hein, on en a parlé, on est sur des systèmes de refroidissement par eau, direct liquid cooling. Alors, il y a toujours une partie de refroidissement à air, hein. En gros, un rack GPU, on le refroidit 80% en eau et 20% en air. Alors, bon, ça dépend un peu des fabricants, voilà. Mais il n'y a pas forcément besoin de mettre en œuvre de faux planchers techniques. On peut très bien assurer des distributions aussi par le haut, des réseaux, etc. Donc, le faux plancher n'est pas forcément nécessaire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que il y a aussi une incidence sur l'infrastructure réseau, parce que les GPU, au-delà de faire beaucoup de calculs, ils ont besoin d'interconnexion et ils ont besoin de tous discuter les uns avec les autres. Donc, il y a énormément d'échanges entre les différents racks et ça implique un nombre de fibres assez considérable pour garantir une latence minimum et puis une bande passante élevée. Donc, on a effectivement une incidence aussi sur toute l'architecture réseau avec des topologies de câblage particulières. Mais c'est un véritable aspect à considérer dans l'aménagement. On s'aperçoit souvent d'ailleurs que dans les solutions fabricants, on a des baies qui sont des racks intercalés entre les racks de serveurs qui sont vides et qui servent uniquement à récupérer, à faire du cheminement, du passage de fibres pour amener après ça sur des cœurs de réseau. Ok. Sur le poids, quand tu parlais de rétrofit, du coup, le poids d'un rack, effectivement, n'est pas le même sur des densités que sur la densité traditionnelle. Donc, si un opérateur souhaite faire une opération de rétrofit, il faudra aussi s'assurer de la capacité portante de la structure, parce qu'aujourd'hui, on parle de tonnes, voire un peu plus même de mètres carrés, ce qui n'était pas le cas avec des pour ça, on propose des missions de due deal
Yves, hein, si tu as des clients qui veulent savoir. Ok. Vous êtes au contact de beaucoup de clients. Quelles sont leurs inquiétudes et comment vous y répondez? Écoute, alors il y a plusieurs types de clients. Les inquiétudes qu'on peut rencontrer. Alors, c'est un client qui dispose d'un parc de data centers déjà existant. Sa question, ça va être, mais est-ce que mes data centers existants sont capables d'être reconvertis et dans quelle mesure pour héberger de l'IA? Donc ça, c'est une véritable inquiétude parce qu'on en parlait tout à l'heure. Le design, le concept, au-delà des infrastructures, mais de la volumétrie de l'architecture du bâtiment, pour l'IA est assez différente de ce qu'on peut rencontrer de ce qu'on pouvait rencontrer sur les data centers traditionnels. Après, une autre inquiétude, c'est je construis un data center pour l'IA, mais il faut que ce data center soit adapté aussi pour répondre à l'IA dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et on en parlait tout à l'heure, il y a énormément d'évolutions de la part des développeurs d'intelligence artificielle. Ça a une incidence sur les fabricants de puces, les NVIDIA et compagnie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les designs techniques et même les designs de cooling et électricité sont largement guidés par les solutions type NVIDIA, etc. Et c'est comme on ne sait pas exactement à quel rythme ils vont évoluer, on a tendance à conseiller de s'orienter plutôt vers des solutions de construction plutôt modulaires, assez flexibles, et quitte donc qui ont un coût de construction réduit, surtout une vitesse de déploiement assez rapide parce que les besoins de déploiement de l'IA sont assez rapides aussi. Donc voilà, le conseil, c'est peut-être de s'orienter plutôt sur des éléments modulaires, préfabriqués, qu'on pourra facilement démonter et remplacer par des nouvelles installations plus tard en fonction des évolutions des besoins de l'IA. Dans les autres questions qu'on retrouve régulièrement, il y a aussi les durées et les coûts de raccordement au réseau électrique. Donc là, on parle plutôt d'acteurs qui veulent acquérir un terrain nu, par exemple. Il n'y a pas encore d'électricité, il n'y a pas encore de puissance électrique sur le site, parce qu'il y a un time to market qui est, comme le disait Stéphane, ultra rapide, qui répond à un besoin immédiat, présent. Et on a parfois des durées de raccordement de 5 ans, 7 ans, 8 ans pour se raccorder à RTE, et avec des coûts qu'on n'imaginait pas forcément quand on a initié sa démarche. On parle parfois de plusieurs dizaines de millions d'euros pour se raccorder à RTE sur certains sites. Ça dépend en plus si vous êtes le premier ou pas dans la zone, etc. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est très compliqué de le prévoir en avance tant qu'on n'a pas fait la demande officielle. On peut avoir vraiment que des prévisions très macro. Et ça ne répond pas forcément au marché qui, lui, est ultra rapide. Et avec parfois des annonces où on vous dit, voilà, dans 1 an, il y a un tel qui s'installe ici, alors que la première pierre est à peine posée. Ça relève parfois quelques défis un peu délicats. Mais vous y êtes arrivé. On y parvient. Vous y parvenez. Quels sont les éléments de la chaîne logistique que vous craignez actuellement? La chaîne logistique dans le sens l'approvisionnement en matériel pour les équipementiers en particulier, bien sûr, pour la construction et les équipementiers. De toute façon, on vivait déjà des délais d'approvisionnement qui étaient assez conséquents sur les équipements de production. On le voyait sur les groupes électrogènes, on le voyait sur les groupes froids, certains tableaux, etc. Donc ça, je pense qu'on le vivait déjà et ça va perdurer.
Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des nouveaux équipements, enfin des équipements qu'on voyait un peu moins, des équipements de production qu'on voyait un petit peu moins dans les data traditionnelles et qui réapparaissent très largement et qui sont liés à la techno de refroidissement des serveurs GPU. Ce sont les drives, hein, et les fabricants de drives réapparaissent très, très sérieusement. Donc, peut-être qu'on aura aussi des difficultés sur l'approvisionnement de ces équipements-là. Sur la chaîne logistique aussi, en tout cas, ce qui est assez important d'anticiper dans le design des data centers, c'est l'acheminement de tous ces équipements informatiques, les racks, les GPU. Il y a pas mal de clients en fait parce que le temps de déploiement des équipements informatiques, que ce soit les racks, les réseaux, etc., c'est un délai significatif sur les temps de réalisation. Et ça peut avoir une incidence aussi sur le déploiement des data centers, avec d'une part, par exemple, la mise à disposition de zones d'intégration, des plateformes d'intégration de ces équipements-là pour les amener après dans les salles, pour éviter d'avoir des convois avec des rangées de baies qui sont je ne sais pas, de 15 mètres, etc. Donc, pour faciliter aussi un petit peu l'intégration et le déploiement des équipements, on peut être amené à anticiper ça en prévoyant des zones d'intégration dans les data. Si vous me permettez, 2 autres questions encore. La première, est-ce que vous êtes un bureau d'études? Est-ce que ce ne serait pas aussi l'IA qui pourrait vous aider? Ah, mais c'est un cercle vertueux, en fait, l'IA, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'IA, en fait, ça nécessite toujours plus de ressources, toujours plus de consommation. Et l'idée, c'est de gérer. On a parlé des pics de charge aussi des machines. L'idée, c'est tout de même de réussir à tout de même de ne pas surdimensionner les infrastructures. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est assurer une gestion dynamique, intelligente des besoins en charge. Et donc, c'est l'IA qui pourrait nous permettre aussi de gérer cette charge de manière dynamique, en temps réel. Donc, voilà, l'IA appelle l'IA. Oui. En effet. Maintenant, l'IA appelle aussi des compétences. J'imagine que ce soit d'ailleurs pour je sais pas, développer les systèmes froids, le DLC, etc. C'est quand même un autre métier. On n'est plus sur du refroidissement par air. Piloter et mettre en place les GPU, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des modifications fortes à la fois sur les compétences que vous devez réunir et puis sur les compétences de votre écosystème, puisque vous vous entourez également d'artisans, de sociétés spécialisées ou autres, mais sont-elles spécialisées dans ces infrastructures? Je dirais que c'est une nouvelle technologie. Bon, ça nécessite un temps d'apprentissage pour comprendre les tenants, les aboutissants, les besoins, les particularités, les contraintes. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. En tant que designer, hein, je parle pour les équipes de spécialistes, les spécialistes Clim ou ELEC, etc. Je trouve que ça permet de changer un peu, enfin de réfléchir à de nouveaux concepts, de mettre en place des nouvelles solutions. Ça nous sort un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire et de notre zone de confort. Donc, toutes les nouvelles technos, c'est toujours intéressant à appréhender, en tout cas en ce qui nous concerne en tant que bureau d'études. Et proposer des solutions aux clients. Ouais. Merci Stéphane. On arrive au moment de la conclusion de notre entretien. Peut-être pour terminer, une question tout simple. Vous qui avez l'expérience d'être au contact avec vos clients, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vous regarde tout de suite et qui souhaiterait se lancer dans le déploiement d'une infrastructure d'IA? Il y a plein de choses.
Alors, Philippe va arrêter de regarder Stéphane, il va répondre. Oui, quand même. Hein. Non, mais je pense que déjà, il faut aussi avoir conscience des enjeux économiques que ça représente. Je ne fais aucun reproche à aucun client, quel qu'il soit, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes à une certaine époque sur tiens, j'ai envie de faire un data center, comment ça fonctionne, j'ai un terrain, qu'est-ce que je peux en faire, est-ce que je peux en faire un data center? Et c'est vrai qu'il y a des réflexes sur ce type de produit qu'on ne peut pas inventer et qui sont différents de ce qu'on va pouvoir retrouver dans l'hôtellerie, dans l'hospitalier. Après, chaque typologie de projet a ses particularités. Mais c'est vrai qu'on va regarder des choses sur les data centers peut-être plus proches de ce qu'on va retrouver sur un site militaire, par exemple. On va regarder déjà pour savoir si ça peut accueillir un data center, s'il y a des couloirs aériens qui passent à proximité, le risque d'inondation. On va faire une évaluation des risques qui est très, 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 très large. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les site due diligence. Et je pense déjà qu'il faut avoir vraiment ce premier réflexe de dire on ne peut pas se lancer comme ça, il faut vraiment regarder les choses à plat, posément, s'associer avec des gens qui connaissent ce secteur d'activité, qui ne s'inventent pas spécialistes du data center, pour ne pas être lancé dans le mur. Je parlais tout à l'heure des coûts de raccordement. C'est vrai que parfois, on a des clients, quand on leur annonce ce que pourrait coûter un potentiel raccordement à RTE, parce qu'ils ont entendu qu'ils pouvaient faire 60 MW à tel endroit, on leur dit potentiellement ça va vous coûter 30, 40, 50 millions d'euros. Qu'ils hésitaient à nous signer une étude de faisabilité à un prix bien plus raisonnable que celui-ci. C'est vrai que du coup, la maturité n'est pas forcément toujours là, par méconnaissance de cet environnement uniquement. Hein. Donc je pense qu'il faut vraiment s'associer avec des gens qui maîtrisent le sujet pour avoir un bon accompagnement et tout simplement pour dire déjà est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup, parce que derrière, on l'a dit, hein, les frais engendrés, raccordement RTE c'est une chose, mais derrière, vous avez entendu parler, aujourd'hui les projets, ça se compte en milliards d'euros sur chaque nouveau campus qui est annoncé dans la presse. Donc c'est évident que il faut s'associer avec des personnes tout à fait compétentes. Stéphane, ton conseil? Moi, mon conseil, ce serait peut-être de mettre un peu de côté les réflexes traditionnels, la façon de concevoir les data centers, et d'anticiper au mieux les évolutions des technologies d'IA. Et quand je dis changer un peu ces réflexes, c'est envisager des solutions, des bâtiments peut-être préfabriqués, modulaires, en tout cas avec un maximum de flexibilité pour pouvoir s'adapter. Merci messieurs. Merci à toi. Et puis bonne journée du data center. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.